Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Paul-Éric Quinguet, on peut être un pape du droit mais être zéro en politique. Pour lui, Canto est zéro en politique. Aussi, Paul-Éric Quinguet promet de faire une émission dans laquelle il parlera de son séjour en prison avec Maurice Canto, afin que l'on découvre le cynisme de l'homme. Écoutons maintenant les déclarations fracassantes de Paul-Éric Quinguet. Écoutons. J'appelle dès à présent la communauté internationale à se mobiliser pour aider à sauver le peuple camerounais abandonné à son triste sort dans cette guerre contre le Covid-19. Mais on peut être pape du droit et on est zéro en politique. Canto est zéro en politique. Je dis bien zéro en politique. Mais qu'on me démontre ce qu'il est vraiment en politique. Mais qu'on me demande, moi mon parti a des élus. Qu'il me montre un seul élu de son parti. Mais avant même cette élection, son parti n'avait que 19 conseillers et un seul député. Donc en réalité, ça n'a jamais arithmétiquement été un parti sérieux. Lorsque j'ai fini de parler aux talibans, qui vont forcément s'agiter, parce que moi je sais que généralement quand je parle, c'est comme si je leur ai versé, n'est-ce pas, l'eau bénie au corps, ils vont sortir de leur trou là par milliers là pour faire des communications sur Facebook comme ils savent le faire. Bon ben il faut qu'ils sachent que moi j'ai toujours dit que leur communication me laisse à 37 degrés. J'ai vu des efféminés en France, les J. Remingo, on a parlé de Paul-Éric Quinguet. J'ai vu des apatrides comme Niamsi, qui ne peut ni aller en Côte d'Ivoire, ni venir au Cameroun. Il est sans état. Dites-leur que le fond en bois là n'est pas le bureau de Grégoire Oona. Et que ce fond en bois est mon domicile à Pendia, en tout cas la maison que j'ai construite pour mes parents. Parce que contrairement à ce que les gens disent, donc quand on voit les lambris de bois, on croit qu'il n'y a que chez Grégoire Oona qui peut avoir des lambris de bois. Mais les lambris de bois, c'est ici à Pendia. Je vous ai dit, je ferai une émission où je parlerai de mon séjour avec Canto. Canto est entouré des chanvreurs. Ils ne boivent que du chanvre le matin, ils fument le chanvre, ils boivent le chanvre, je donnerai leur nom le moment. Il paraîtrait que Maurice Canto est un professeur de droit mais tout porte à croire que le droit lui échappe désormais. Suivons un peu cette intervention de Maître Achou qui démontre que Maurice Canto n'en sait plus grand-chose en droit. Écoutons. Vous voulez demander l'appel à la solidarité, ça doit être national. Il nous est interdit, parti politique, de recevoir des financements extérieurs. Il y a des associations, des ONG qui pourraient bien recevoir ce pays. Pourquoi pas passer par eux? Passer par un parti politique qui a des restrictions sur le plan légal. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a un danger qui guette, n'est-ce pas, ce genre de financement. Parce que ça commence que, est-ce que vous pouvez maîtriser les fonds qui seront versés dans tous les comptes? Si ça donne lieu à des milliards, et que par exemple, on détourne ces milliards pour acheter des armes, qui va répondre? Alors, moi, je pense que le ministre de l'administration territoriale est dans son droit. Je ne vois pas derrière l'action de ce ministre un geste machiavélique. Parce que ce monsieur, moi j'ai dit qu'il aurait dû faire lever le poing depuis longtemps contre Cabral Libi et tous les autres qui ont fait cet exercice. Il l'a pas fait. Il réagit tard, mais c'est quand même bien parce qu'il le fait. N'est-ce pas? À un moment, il rappelle à tout le monde qu'il y a une loi. Vous avez compris, M. Timban? Il dit qu'on a dépoussiéré une loi de 83. La loi, c'est la loi. Mais la loi, c'est la loi. Vous devez la respecter. Et comme je le dis, il n'est pas seulement question de cette loi. Il est question de tout l'arsenal juridique qui existe. Et il ne faut pas oublier, j'ai dit qu'il y a même un débat. Est-ce que le contrôle supérieur de l'État ne peut pas être appelé pour auditer les comptes des partis politiques? Il faut regarder. Parce que un parti politique peut recevoir des subventions de l'État. Et on dit que dans ce cas-là, vous devez rendre compte à l'État de l'utilisation que vous faites de ces fonds. Donc nous devons faire attention lorsqu'on utilise nos partis politiques pour faire des choses. Je veux bien que les gens cotisent. Moi j'ai proposé à monsieur le Premier ministre, je lui ai dit, personne ne fait confiance au gouvernement pour lui donner de l'argent. Désignez
une personnalité neutre de la société civile comme Monseigneur Cléda ou Tumi, pour gérer ces fonds et vous allez voir comment les gens vont verser de l'argent. C'est ce que moi j'ai proposé. Mais dire que H va créer un fonds pour demander à tout le monde, j'ai quel pouvoir et en vertu de quel texte je le fais? Parce que on dit toujours qu'il n'y a pas de l'unité sans texte, mais il ne faut pas aussi agir sans texte. Ok. Maître Théo, rapidement, vous avez suivi, on a fait déjà le tour. Tiens, Timban Bonbon, je vais d'abord faire réagir une fois de plus Signor Barista Achou. On retient, Maître Bonbon dit point de droit en cas de nécessité. Non, je pense que je dois recadrer ce que j'ai entendu. Le code pénal dispose bien que la responsabilité pénale ne peut résulter de la nécessité de défendre soi-même ou autrui contre un danger imminent ou qui ne peut pas être autrement, n'est-ce pas, qui ne peut pas être autrement évité. Ouais. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi lorsqu'il y a nécessité. Il s'agit bien de la responsabilité pénale. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe ici, là. On est en mondiovision et les gens nous suivent et vraiment les gens peuvent être déroutés par ce que nous disons. C'est la responsabilité pénale qui ne peut pas être engagée lorsque vous êtes face à un danger et il y a la nécessité de protéger vous-même ou protéger autrui contre un danger que vous ne pouvez pas éviter autrement. Ça, c'est d'un. Et de deux, je pense que nous devons faire très très attention lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'analyser les lois de la République. Mon confrère Mentima, que je respecte, il fait de très belles interventions, surtout sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il parle, n'est-ce pas, des dons venant de l'étranger, il doit faire attention parce que un parti politique est régi par des règles, par des lois, par des textes. Et moi, je suis président d'un parti politique, je sais de quoi il s'agit. Il est interdit à un parti politique de recevoir, n'est-ce pas, des financements extérieurs. Il parle bien, n'est-ce pas, d'une aide qui doit venir d'une ONG internationale. Alors, et cette aide, lui, il préfère l'envoyer à un parti politique. C'est qu'il met donc ce genre d'aide sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un financement extérieur qui est interdit, n'est-ce pas, par les lois qui régissent les partis politiques. C'est vrai que les partis politiques peuvent demander, peuvent faire appel à l'aide, mais il faut faire attention à leurs militants. Et lui-même, il a dit que c'est national, à leurs militants. Est-ce qu'il peut me donner un texte qui permet à un parti politique de faire un appel au monde entier? Ça n'existe pas. Il faut qu'on fasse attention. Il ne s'agit pas seulement de la loi de 83. Il y a également la loi du 19 décembre 2000 sur le financement des partis politiques. Et il faut faire attention parce que cette loi crée même une commission qui peut venir regarder les comptes des partis politiques. Et je pense que si je ne me trompe pas, il est même précisé que les fonds des partis politiques sont des fonds publics. Il faut faire attention. Donc, je ne soutiens personne. J'ai dit nous devons rester républicains, respectons la loi. Il faut qu'on respecte la loi. Ne prenez pas le prétexte d'une situation qui dérange tout le monde pour faire ce qui n'est pas autorisé. Je veux bien qu'on cotise, mais regardez de cette manière, de quelle manière ça se passe. Moi, j'ai l'impression que vraiment c'est une autorité concurrente qu'on veut créer à l'autorité qui est en place. Lorsque le président du MSC demande qu'on lui envoie un représentant du DGSN, du CED, du ministère des Finances, mais attendez, on lui envoie ce représentant en tant que qui? Et ici en bas, président élu, mais attendez, non, il faut pas charrier. On est là face, n'est-ce pas, à une situation qui démontre clairement que ce que nous avons en face, ce n'est pas seulement un appel à la solidarité. Ce n'est pas seulement un appel. Puisque nous voyons qu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'érection d'un organe dirigeant en dehors, n'est-ce pas, de l'État. Okay. Puisque il demande à l'État d'envoyer des représentants à lui.
Mais ça, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, la loi sur les partis politiques demande que les partis politiques reçoivent des cotisations, des dons, etc. de leurs membres. Vous voulez demander l'appel à la solidarité, ça doit être national. Il nous est interdit, partis politiques, de recevoir des financements extérieurs. Il y a des associations, des ONG qui pouvaient bien recevoir cette aide. Pourquoi pas passer par eux? Vous passez par un parti politique qui a des restrictions sur le plan légal. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a un danger qui guette, n'est-ce pas, ce genre de financement. Parce que ça commence peu. Est-ce que vous pouvez maîtriser les fonds qui seront versés dans tous les comptes? Si ça donne lieu à des milliards, et que par exemple, on détourne ces milliards pour acheter des armes, qui va répondre? Alors, moi je pense que le ministre de l'administration territoriale est dans son droit. Je ne vois pas derrière l'action de ce ministre un geste machiavélique. Parce que ce monsieur, moi j'ai dit qu'il aurait dû faire lever le poing depuis longtemps contre Cabral Libye et tous les autres qui ont fait cet exercice. Il ne l'a pas fait. Il réagit tard, mais c'est quand même bien parce qu'il le fait, n'est-ce pas, à un moment où il rappelle à tout le monde qu'il y a une loi. Vous avez compris, M. Timban? Il dit qu'on a dépoussiéré une loi de 83. La loi, c'est la loi. Mais... Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Va démarrer donc le débat avec vous, Valérie Mandingué, sur la sortie le 7 février dernier du ministre de l'administration territoriale camerounais, donc le ministre Paul Atangandi, sur ces fonds de mobilisation, ces appels de mobilisation à la collecte de fonds qui a été faite par un certain nombre de leaders d'opinion camerounais et des partis politiques, avant d'entrer peut-être au cœur de ce dont Emmanuel Kounia appelé tout à l'heure, la polémique autour de tout cela. Écoutez, Madame Dimala, je ne sais pas si le lexique de M. Kounia serait le lexique adéquat. Je ne sais pas si dans le cadre de la thématique que nous réunissons aujourd'hui, nous pouvons parler de polémique. Encore que polémique, il n'y a pas. Le ministre de l'administration territoriale a simplement rappelé un fait, qui est celui du respect de la norme légale, qui est celui du respect de la norme réglementaire en ce qui concerne la levée de fonds. Donc la polémique, il n'y en a pas, mais malheureusement nous avons constaté, depuis que le pays est frappé par la pandémie du Covid-19, que Kanto et sa bande ont bien pensé que c'est un moment de résurrection politique, c'est un moment de bataille politique. Je voudrais rappeler ici à l'ensemble des millions de spectateurs qui nous suivent à travers le monde que le Covid-19 n'est pas un moment de striptease politique, comme le font un certain nombre d'acteurs politiques et principalement M. Kamto. Donc aujourd'hui, ce qui focalise l'attention, ce qui focalise l'extrême attention du chef de l'État et de son gouvernement, c'est de pouvoir apporter les réponses justes, les réponses graduelles à la menace à laquelle le peuple camerounais fait face. C'est ce qui est important, c'est ce qui est à retenir. Tout le reste, en réalité, comme vous l'avez très bien dit, lorsque je regarde le synthé de la réalisation, c'est une bataille politique en réalité qui est en sourdine. Parce que, voyez-vous, durant cette semaine, les émissaires du MRC sur les plateaux ont passé le temps à parler aux Camerounais, d'abord de solidarité, et ensuite ils sont revenus à nous parler d'état de nécessité. Le simple fait, et les juristes nous éclaireront tout à l'heure, le simple fait déjà d'invoquer le droit de nécessité, le simple fait de l'évoquer, c'est déjà reconnaître que l'action que mène actuellement le MRC Basse au niveau de son organisation est une action illégale. Elle est illégale parce que le droit de nécessité, Madame Dimala, ne s'impose pas à l'état de droit. Ce n'est pas possible. Venir ou faire la promotion de ce type de position, de ce type de stratagème, c'est simplement démontrer encore une fois de plus que Kanto et sa bande sont dans une stratégie 1 de diabolisation, 2 de victimisation et 3 ensuite d'insurrection. Parce qu'il est clair que le message qui est véhiculé derrière, quand on parle d'état de nécessité, dans le langage, dans la sémantique, dans le lexique, qui est celui des représentants du MRC sur les plateaux,
on est carrément en train d'ouvrir la boîte à Pandore à l'état d'anarchie. Donc Madame Dimala, il est clair et il est net que aujourd'hui, nous savons très bien la trajectoire que ces opportunistes veulent prendre. Et je voudrais ajouter ceci, Madame Dimala. À un moment, il ne faut pas se positionner en éternel contestataire des choix d'un gouvernement. Il n'appartient pas aux partis politiques de définir la politique sanitaire d'un État. Donc vous comprenez très bien que l'aventure encore ubuesque dans laquelle Kamto et sa bande sont en train de s'engouffrer est une aventure sans issue. Il vous souvient très bien qu'avant que nous n'arrivions à la problématique juridique qu'ils veulent poser, il était d'abord question de l'état de santé ou de vie du chef de l'État. Et je vous rappelle, madame, que ce débat a été lancé par qui? Par un monsieur à une fausse identité sur les réseaux sociaux et que Maurice Kamto, un acteur politique, s'est vu très opportun de reprendre et d'en faire toute une apologie. Donc il faut très bien comprendre ici quels sont les enjeux. Aujourd'hui, l'État du Cameroun, à travers le chef de l'État, à travers le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, sont mobilisés à communiquer auprès des Camerounais, sont mobilisés à distiller aux Camerounais les règles fondamentales, les règles barrières qui les permettront de pouvoir faire face à la pandémie qui est une pandémie mondiale. Elle n'est pas une invention camerounaise. Tous les pays, tous les systèmes de santé, même les plus sophistiqués, les plus grands au monde, sont en train de faire face au Covid-19. Je ne sais pas si dans ces pays, il n'y a pas des oraux appelés Kamto qui peuvent avoir une solution miracle. Encore que, et vous l'avez dit, plus on va aller dans l'émission, plus on va y rentrer. Kamto parle en tant que qui? Il n'a pas qualité à parler, il n'est pas élu. Il n'est pas au pouvoir, il n'a même pas mandat. Sous le prétexte de quoi donc, depuis pratiquement 2 mois, où les Camerounais sont focalisés à suivre de façon sérieuse les recommandations de l'OMS et de la Banque de l'OMS et de l'État du Cameroun, qu'est-ce qui peut donc justifier que de façon pernicieuse, que de façon permanente et que par effraction, Kamto et sa bande s'invitent au débat politique et au débat médiatique? Je suis simplement, je le regrette peut-être, comme les millions de spectateurs qui nous suivent, que nous passions encore peut-être une fois, Madame Dimala, du temps à discuter d'un non-événement. Parce que ce soit les ultimatums, que ce soit les démarches engagées par Kamto depuis pratiquement le 31 décembre qui n'ont porté à rien, tout ce qu'il va faire ne portera à rien. Aujourd'hui, il est question de porter à l'endroit du peuple camerounais ce message d'espoir, ce message de protection et ce message de civisme qui va nous permettre de pouvoir sortir de cette pandémie. Parce que la première barrière au Covid-19 est le citoyen discipliné et le citoyen conscient. À partir du moment où le citoyen est discipliné et le citoyen est conscient, je pense que nous aurons les résultats que nous avons aujourd'hui. Vous savez très bien qu'on est parti à plus d'1 mois que cette épidémie s'est déclarée chez nous et les chiffres sont là, ils parlent. À plus d'1 mois, nous sommes pratiquement à une dizaine de morts. Nous sommes à pratiquement une 50aine de Camerounais qui ont été guéris. Donc cela veut dire que le chef de l'État n'a pas attendu que Kamto, à travers son unité cybernétique et son booking de médias, se mette à crier de gauche à droite. Vous avez aujourd'hui des Camerounais qui sont totalement pris en charge par l'État du Cameroun. Vous avez des Camerounais aujourd'hui qui ont été rapatriés sur haute instruction du chef de l'État. Vous avez des Camerounais aujourd'hui qui, depuis la Chine, depuis l'extérieur, ont reçu des aides et la protection de l'État du Cameroun. Vous avez des Camerounais ici aujourd'hui qui, à travers leur prise en charge collective, se retrouvent en train d'être suppléés, se retrouvent en train d'être protégés par l'État du Cameroun. Et il vous semble très bien que durant cette semaine, vous avez très bien vu le Premier ministre chef du gouvernement a réuni autour de lui les acteurs politiques représentés à l'Assemblée nationale qui ont d'ailleurs qualité, autorité, légitimité, parce que la légitimité d'un homme politique vient des urnes. La légitimité d'un homme politique ne vient pas des réseaux sociaux, ne vient pas de Facebook ou de WhatsApp. Donc le Premier ministre chef du gouvernement a donc invité cette pléthore d'acteurs politiques pour déjà, exposer la vision qui est celle du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ensuite les appeler à aider et à accompagner l'État du Cameroun. Mais ceci étant dit, comme vous l'avez dit en entame d'émission, sur la question juridique, il est clair et il est net, et le ministre Atangadji, patron de la sécurité du territoire, le sait plus que nous tous sur ce plateau, que les fonds
qui sont destinés à un quelconque appel à générosité dans tous les États du monde sont d'abord contrôlés, sont d'abord audités par l'État en question avant qu'elle ne soit mise dans le cadre de ces à Emmanuel Kounié, monsieur Mandengue, dans cet exposé de cette déclaration du ministre de l'administration territoriale, il faudrait dire que les fonds ne sont pas rejetés par le gouvernement camerounais, mais ils devraient être apportés dans le cadre défini par le chef de l'État et dans le cadre le cadre qui a été mis en œuvre par le gouvernement, notamment le fonds de solidarité qui a été mis sur pied le mois dernier. Madame Dimala, je vais vous rappeler ici une petite anecdote, mais vous allez comprendre que ça rentre dans le cadre du débat. Il y a quelques mois, une organisation lugubre et terroriste appelée la BAS, qui est un organe vivant du MRC, a lancé de façon officielle une quête de fonds pour pouvoir financer le terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il vous souvient très bien que dans le procès qui a été intenté contre ces mêmes membres de la base qui ont saccagé nos ambassades, qui s'est porté partie civile à ce procès, Madame Dimala, c'est le MRC. Et ensuite, dans le même prolongement, vous avez aujourd'hui ces mêmes membres de la base qui sont en train de cotiser, qui ont envoyé de l'argent dans ces fonds, qui sont logés entre l'étranger et le Sénégal, entre l'Europe et le Sénégal. À partir de ce moment, il devient donc normal que le patron de la sécurité du territoire demande à ce que ces fonds rentrent dans le canevas institutionnel, dans le canevas républicain d'aide. Vous ne pouvez pas me dire en ce moment que pendant que des gens qui ont en mondiovision lancé des financements pour le terrorisme dans ce pays font partie des donateurs du MRC BAS, et vous pensez que l'État du Cameroun répond de la façon la plus franche. Il est question d'auditer ces fonds, parce que si on n'a pas d'audit de ces fonds, voyez-vous, Madame Dimala, nous pourrons nous retrouver dans un autre problème de financement de terrorisme, de blanchiment d'argent. Donc l'État est dans son rôle régalien. L'État est dans son pouvoir de base, qui est celui du contrôle de toutes les activités qui ont lieu sur son territoire, que ce soit ces appels à générosité. Et encore, vous avez bien fait de le rappeler, il n'est pas question pour l'État du Cameroun de rejeter tout acte philanthropique, encore que même cette philanthropie-là, elle fait jaser un peu dans les familles, dans les foyers, parce que voyez-vous, quelqu'un qui a 2 semaines prenait sur lui de façon péremptoire de lancer des ultimatums à un chef d'État en fonction, se retrouve finalement animé d'une certaine philanthropie pour dire aujourd'hui, non, je vais aider les Camerounais. Non, l'État du Cameroun, comme tout État ailleurs, ce sont les États qui sont en train de combattre le Covid. Le Cameroun n'est pas dans une espèce de compétition avec n'importe quel État, parce que tous ces États mettent en pratique les mêmes recommandations que l'État du Cameroun met en pratique ici. Et que ce soit pour les ONG ou pour toute autre institution, lorsqu'elle veut lever des fonds, elle se requiert toujours à l'État, elle se requiert toujours aux dispositions légales qui sont en place avant de mettre tout type d'action. Monsieur Valérie Mandengue, je vous retrouve dans quelques instants. Action Yaoundé Jacques, Edmond Eyom, internationaliste. Je vous retrouve pour votre première analyse également. Vous avez suivi les premières de vos copanélistes ce soir ici sur ce plateau central. Autant le MRC estime qu'en réalité ils sont dans leurs droits et que le gouvernement camerounais devrait tout simplement les accompagner dans cette initiative, soit-elle louable, mais qui ne respecte pas les codes prescrits par le gouvernement camerounais. Monsieur Jacques Edmond Eyom, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que si le gouvernement camerounais, puisque nous parlons du Cameroun, ne fait pas autant d'observations sur cet appel qui a été lancé par le MRC et d'autres partis politiques et d'autres leaders d'opinion camerounais, si le gouvernement camerounais ne tirait justement pas cette sonnette d'alarme, les choses auraient pu aller à contresens et peut-être se retrouver dans une espèce de situation de véritable polémique financière au Cameroun, comme le disait Emmanuel Kounié tout à l'heure en utilisant le terme polémique, mais peut-être pas
c'était pas le thème à utiliser en lieu et place, peut-être dans le cadre de différentes mobilisations de fonds qui pouvaient être faites dans, dans ces appels qui ont été lancés il y a quelques jours au Cameroun. On aurait justement pu observer quand même quelques travers dans cette mobilisation. Est-ce que vous pensez, vous partagez peut-être cette idée selon laquelle le gouvernement est censé jouer en même temps le censeur dans le cadre de telles situations, même si nous nous trouvons aujourd'hui en situation de crise. Monsieur Eyo. Madame Dimala, merci pour cette excellente question. De toutes les manières, qu'est-ce que nous voulons? Je vais directement même m'adresser à M. Kounié. Doit-on demander au gouvernement de démissionner? C'est en fait, bon, je sais que cela ferait beaucoup les affaires du MRC. Est-ce qu'on devrait demander au gouvernement de démissionner de son rôle régalien, de sa mission régalienne, qui est justement de réguler toutes les affaires de la République? Nous sommes dans une République, c'est-à-dire qu'il y a un droit. Si je m'en tiens aux différentes analyses, que ce soit de M. Kounié ou des autres membres du MRC, on dirait que parce que la nécessité doit primer sur la loi en cas de crise ou de catastrophe naturelle ou bien en cas de période de guerre, il faudrait donc que l'état de nécessité conduise à un état de nature, c'est-à-dire où chaque être humain, chaque habitant, chaque membre de la société camerounaise peut du jour au lendemain se lever et initier une action dans le but de dire que c'est moi qui ai la solution, je voudrais absolument faire quelque chose. Non, il faut dire que nous sommes là dans une action tellement pernicieuse. Elle est d'autant plus pernicieuse que elle est faite par des esprits qui ont une certaine subtilité, mais je dirais pas subtilité, je dirais malice. Vous savez, la malice c'est quelque chose qui cache le danger, qui a des apparences de quelque chose de bien, de positif, mais qui cache en réalité la véritable action qui est derrière. C'est une conjugaison d'éléments qu'il faut ici considérer pour pouvoir analyser la posture aujourd'hui de ce gang. Et moi, ça me rappelle, c'est une forme de parodie. Ça me rappelle une série qui est très célèbre, qui a été tournée à partir de 2017, en Espagne, et c'est d'ailleurs une série au cours de laquelle on a cité le nom de notre pays, le Cameroun, dans une sorte de métaphore, et où il y a eu un plan Cameroun qui a été déclenché. Je fais pas de publicité, mais je crois que la série s'appelle La Casa del Papel. Donc, en réalité, on est là en face d'une parodie de cette série-là, où on a un professeur qui est le cerveau de l'affaire. Moi, je vais l'appeler El Professeur à partir de ce soir. Un professeur est là, en train de mettre toute forme de machination en place pour braquer le pays afin de prendre le pouvoir. On assiste à un braquage politique grandeur nature au Cameroun en ce moment. Le professeur président du MRC, il est là en train de procéder à un braquage politique grandeur nature. Et on regarde, et il y a des Camerounais, il y a des gens qui soutiennent cela. Et dans ce braquage, bien entendu, il faut qu'il se fasse assister par un certain nombre de personnes. Il y a des organismes internationaux, autant pour moi, il y a des organismes internationaux, il a des partenaires à l'étranger. Pour moi, même tout cela n'est même pas le fruit du hasard. Quelqu'un tout à l'heure publiait sur les réseaux sociaux que il a comme le sentiment que même cette maladie, tout ce qui se passe, ça a une visée, ça a un objectif premier qui est notre pays, le Cameroun. Et certaines personnes étaient en train de dire, oh, lorsqu'on considère les impacts économiques dans tel pays ou dans tel autre pays, on doit se dire quel est l'impact, quel est le rôle du Cameroun aujourd'hui sur le plan économique, de l'économie mondiale et tout. Ça signifie que le Cameroun ne peut pas être la prime. Mais lorsqu'on considère en réalité, il faut regarder les choses plus loin que ça. Il faut regarder le potentiel de notre pays aujourd'hui. Qu'est-ce que notre pays présente comme potentiel? Et celui qui a la maîtrise des ressources de notre pays, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, où est-ce que cette personne va se retrouver par rapport à l'évolution des choses sur tous les plans aujourd'hui? Quand on fait cette analyse, on comprend mieux la posture donc de ce gang-là. C'est un gang avec la différence avec la série dont je parle, c'est qu'ils n'ont pas les masques de Dali. Ils n'ont pas les masques de Dali. C'est un gang de braqueurs et ils sont en train de procéder à un braquage politique. Je voudrais dire à M. Kounié, lorsque vous dites que le gouverneur
est allé parce qu'il y aurait une direction au niveau du ministère de l'administration territoriale qui doit se charger des catastrophes et ce genre de choses. Le gouverneur dépend de quel ministère, M. Kounié? Il dépend de quel ministère? Ne dépend-il pas de l'administration territoriale? Le ministre Atangani n'est-il pas le patron du gouverneur? Et n'était-ce pas le gouverneur qui était à l'aéroport pour accueillir donc ces personnes qui sont arrivées à l'aéroport? De quoi est-ce que vous parlez? Arrêtez votre braquage. Vous avez été pris la main dans le sac, M. Kounié, en plein braquage politique. Et moi, je vous appelle des croque-morts politiques. J'appelle votre président et vous-même qui êtes assis là en studio, je vous appelle des croque-morts politiques. Vous n'hésiteriez pas à vendre père et mère dans le but d'atteindre et tout dit comme vous le souhaitez. Et moi, je vous dirais que aujourd'hui les Camerounais ont les yeux grands ouverts et que vous ne réussirez pas à nous tuer, à nous mettre dans les cercueils parce que vous voulez arriver au pouvoir au Cameroun. C'est ce que moi je peux vous dire. Je voudrais dire simplement que vous n'êtes pas, c'est pas vous qui proclamez les résultats des élections au Cameroun, M. Kounié. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a un président qui a été élu, vous n'avez pas à questionner si il est légal ou il n'est pas légal, il est légitime, il n'est pas légitime. Pourquoi vous n'avez pas empêché que le président soit élu et que son élection soit proclamée et non seulement proclamée, validée, adoubée par tout l'ensemble des pays du monde entier et par toutes les organisations internationales que vous employez chaque fois que vous faites vos grandes épîtres que vous écrivez à ces organisations-là. Donc, c'est pas vous qui fixez. Le Cameroun est un pays depuis 2018, il y a un pays qui a un président qui a été réélu et qui est en train d'assumer son rôle pleinement, son rôle de diriger ce pays avec l'ensemble du gouvernement. Je vais en revenir maintenant à la crise et même à cette posture actuelle du MRC. Je voudrais dire que moi, je voudrais poser des questions simples et des questions simplement humanitaires, pour ne pas dire humanistes. Dites-moi un peu, si les gens du MRC estiment qu'ils ont des solutions, pourquoi ne se sont-ils pas rapprochés du gouvernement pour dire nous voulons contribuer, nous voulons faire ceci? Monsieur Kounia a répondu, il a anticipé en disant que parce qu'il y a eu une opération par rapport au Lac Nyos et il y a eu une autre opération par rapport à la Coupe du Monde en 1994 pour les footballeurs et il y a eu des personnes qui ont détourné telle somme. Mais je voudrais rappeler à monsieur Kounia simplement qu'il s'agit ici d'un certain nombre d'événements qui se sont produits et pour lesquels lui, il n'a pas eu certes de rapport. Donc, il ne peut pas, sur le plan simplement juridique même, il ne peut pas accuser des gens d'avoir détourné tel montant ou d'avoir détourné telle chose, simplement parce que lui n'a pas eu des résultats ou il ne sait pas exactement ce qui s'est produit au cours de ces opérations. Et je voudrais dire que pour le cas d'espèce, aujourd'hui, par rapport à la situation, le gouvernement camerounais a pris toutes les mesures. Nous sommes l'un des seuls pays, l'un des premiers pays africains, et même dans le monde, à avoir pris des mesures très très rapidement. Je voudrais vous dire, lorsque vous voulez comparer pour la fermeture des frontières, même par rapport à la France, où les cas de maladie se sont déclenchés plus vite, même qu'au Cameroun. Lorsque vous comparez même à l'Europe, où il y a eu des cas déclarés, dépistés très tôt, le Cameroun a été très très rapide. Je vous assure, je fais partie des personnes qui critiquent un certain nombre de choses. J'étais même parmi les premiers activistes sur la toile à demander, à appeler aussi nos gouvernants à procéder à la fermeture de nos frontières. Mais il n'en demeure pas moins que je dois reconnaître qu'il y a une certaine promptitude au niveau de notre gouvernement dans l'action. Pendant que jusqu'aujourd'hui, la France est encore en train de tergiverser sur le protocole, par exemple à la chloroquine. Très tôt, le ministre de la Santé, le gouvernement camerounais a pris des mesures très rapidement. On a opté pour un protocole très très rapidement. Ça nous a permis d'enregistrer aujourd'hui un taux de guérison beaucoup plus élevé que même au niveau des pays européens. De quoi est-ce que vous êtes en train de parler ici? Le gouvernement a pris toutes les mesures. Les 13 premières mesures viennent d'être renforcées par 7 autres mesures. Et au lieu d'accompagner cette dynamique, au lieu d'accompagner ça, il y a des aventuriers, des braqueurs politiques qui estiment qu'ils doivent pouvoir faire feu de tout bois parce qu'ils veulent absolument arriver au pouvoir. Des croque-morts politiques qui sont prêts à vendre leur père et leur mère pour arriver au pouvoir. Ils estiment qu'ils doivent pouvoir utiliser n'importe quelle circonstance. Honte à ces personnes-là qui disent visuellement, qui disent de bouche qu'ils veulent aider le Cameroun, qu'ils veulent aider les Camerounais, alors qu'en réalité, ils ne pensent qu'à eux. Et pour terminer mon analogie ou bien ma comparaison par rapport à cette série dont je suis en train de parler ici, je voudrais vous rappeler que ce gang qui est dirigé par El Professeur, c'est un gang
qui, même après avoir volé, ils ont l'apparence des personnes qui font la résistance. Et je vous rappelle que notre gang ici aussi, dans la réalité, a parlé d'un plan national de résistance. Monsieur Paul-Éric Quignet, qui était le directeur de campagne de ce parti-là lors des présidentielles, nous a déclaré quels sont les véritables objectifs de ce parti. Il ne s'en est pas caché. Il nous a dit qu'il s'agit de détruire le Cameroun, de décimer le Cameroun complètement. Il l'a dit lui-même, il a fait cette déclaration. Je ne suis pas celui qui le dit. C'est quelqu'un qui était avec eux, qui a fait 9 mois de prison, qui était sur le même lit que ce monsieur, qui nous a dévoilé les véritables objectifs de leur plan par rapport aux Camerounais. Donc venez crier tous les jours dans les médias, faire des discours, passer des ultimatas au gouvernement camerounais, ne fait pas de vous des personnes qui ont un bon fond. Vous n'avez pas un bon fond. Et nous connaissons votre véritable projet par rapport au Cameroun. Donc, pour dire que dans cette série, ceux qui ont volé de l'argent ont distribué de l'argent, qui ont braqué une banque, ils ont distribué de l'argent. 140 millions d'euros qu'ils ont distribués. Mais en réalité, c'était dans quel but? Les 140 millions d'euros leur servaient pour accomplir un autre braquage. Simplement, pour aller voler cette fois-là de l'or. Donc, pendant qu'ils ont l'apparence de cotiser de l'argent, ils font semblant de cotiser de l'argent pour le bien des Camerounais, c'est pour leur propre bien. C'est parce que cette cotisation leur permet d'atteindre leurs objectifs. Et leur objectif, c'est quoi? C'est d'arriver au pouvoir. S'il faut aligner les cadavres, s'il faut cotiser même des milliards de francs CFA pour que cela puisse les aider à accomplir, à arriver au sommet, ils vont le faire. Et je le disais la dernière fois, c'est inhumain, c'est indécent de pouvoir utiliser le cas d'une pandémie comme celle-ci au Cameroun, dans le but d'atteindre des objectifs politiques. C'est ça la réalité. Vous avez mis en rond presque toute la toile. Même des enseignants d'université, des universitaires qui étaient plutôt neutres, au moment où je suis en train de m'exprimer, ils se sont retournés contre le MRC. Parce que tout le monde a compris votre véritable jeu. Et nous ne sommes pas ici pour faire de la langue de bois, monsieur Kounié. Vous pouvez présenter ça comme vous voulez. Vous pouvez utiliser toutes sortes de subterfuges. Je voudrais vous dire que la jeunesse camerounaise, ce faux peuple que vous vous appelez comme témoin, alors qu'il s'agit de votre famille, de vos amis. Vous parlez des alliés. Quels alliés? La brigade anti-Sardina? Ceux-là qui cotisent de l'argent pour pouvoir acheter des armes et envoyer à l'Ambazonie, ceux-là qui ont pour modèle Phil Marshall, qui tuent nos militaires, qui tuent les civils dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous parlez de quels alliés, monsieur Kounié? Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant et je reviendrai en fonction de l'évolution du débat. Merci beaucoup. Et d'un autre, le gouvernement qui tente de remettre le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur les rails. Après le Covid-19, monsieur Ayoum, le véritable défi commencera. C'est justement celui de relever le Cameroun. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec cette tension, ce climat en ce moment, on pourrait véritablement arriver au but escompté par le gouvernement? Voilà, excellente question de votre part et merci de me donner l'opportunité d'intervenir sur ce sujet. J'aurais aimé tout à l'heure rebondir immédiatement après ce que M. Kounié a dit parce que il débite quand même des énormités sur le plateau. Nous sommes quand même sur le plateau d'Afrique Média et il faut qu'on soit un tantinet sérieux chaque fois qu'on arrive pour essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Monsieur Kounié, je vais répondre à votre question au sujet de la relance de l'économie après cette crise. Ce ne sera d'ailleurs pas le cas du seul Cameroun, ce sera le cas de l'ensemble des pays de la planète. Il nous faudra effectivement trouver des voies et des moyens. Mais vous savez qu'un mal ou alors une difficulté peut cacher une opportunité et un mal peut cacher un bien. En réalité, il est fort possible que cette crise puisse révéler un certain nombre de choses, puisse servir à relancer un certain nombre de choses. Il y avait pas mal de laboratoires, pas mal d'usines de fabrication de certains médicaments qui n'étaient plus, qui ne fonctionnaient plus, en tout cas pas à plein régime au Cameroun, qui sont obligés aujourd'hui d'être relancés. Cette crise a permis à beaucoup de Camerounais de découvrir que nous avons l'expertise, nous avons la capacité de fabriquer nous-mêmes un certain nombre de médicaments chez nous. Et pourquoi pas les mettre dans le circuit de distribution normal au lieu de continuer à importer auprès des laboratoires pharmaceutiques. Voilà un avantage que le Cameroun pourrait tirer de là. Au sujet de la consommation du Made in Cameroun également, nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a une certaine expertise et que beaucoup de Camerounais, avec ce que
l'État d'Israël est en train d'accompagner l'École nationale de Polytechnique pour la fabrication, que ce soit des gants, des masques, des respirateurs, des gels hydroalcooliques également. Nous sommes en train de voir les Camerounais se lever ça et là. Nous avons vu un groupe de Camerounais, les images circulent partout dans les réseaux sociaux, qui sont levés, qui ont fait des portiques spéciaux qui permettent de désinfecter tous ceux qui veulent rentrer peut-être dans des bureaux, dans des administrations. Et nous avons de la technologie, nous avons le know-how, le savoir-faire, nous avons une jeunesse dynamique qui est capable effectivement d'inventer, d'innover. Et cette crise pourrait être plutôt une opportunité pour l'économie camerounaise de prendre une autre tournure, et ce n'est que ce que nous souhaitons depuis des lustres. Il y a pas mal de choses dans ce sens, et je loue aujourd'hui la promptitude et même la réactivité. Il vous souviendra que le président de la République lui-même à plusieurs reprises s'est plaint de l'inertie de l'administration, et pour une fois, en tout cas, nous sommes en train de voir notre gouvernement qui est dynamique, qui est debout, va debout, jaloux de ta liberté. Voilà un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je voudrais profiter de cette question pour répondre à quelques réactions. Il y en a qui sont infantiles, qui sont puériles. Je ne m'arrêterai pas à répondre à celle-là, mais je voudrais commencer par M. Kounié qui a comparé le nombre de cas, qui a dit que malgré les mesures qui ont été prises, il y a quand même un nombre de cas. Je voudrais rappeler à M. Kounié que vous savez que l'épidémie a commencé depuis novembre-décembre en Chine déjà, et qu'il y avait déjà un certain nombre de cas qui avaient été déclarés, dépistés là-bas en Chine, et les frontières de presque tous les pays du monde étaient ouvertes, et qu'il y a eu des personnes qui ont voyagé entre-temps, entre le Cameroun, il y a eu des gens. Dois-je rappeler à M. Kounié que le président de son parti, le gourou, celui que moi je vais appeler le braqueur en chef, parce que nous assistons là à un véritable braquage politique, et ils sont en train de vouloir profiter de toute opportunité pour revenir dans le jeu politique, s'étant auto-exclu en refusant de participer à l'élection législative et à l'élection municipale. Vous savez quelles sont les conditions pour... il faut avoir un certain nombre d'élus et obtenir un certain nombre de signatures de ces élus-là pour pouvoir se porter candidat à l'élection présidentielle en 2025. 2025, c'est déjà demain. 2 ans se sont écoulés entre-temps, entre les plans de résistance et autres depuis 2018 jusqu'à 2020. Et il faut dire que 2 ans sont déjà écoulés. Il n'y a plus que 5 ans avant la prochaine élection présidentielle. Et donc, ils sont déjà dans ce jeu-là, ils sont dans cette posture de tout faire pour revenir dans le jeu politique, quitte à mettre en berne notre constitution, et c'est à ça qu'ils sont en train de jouer, à mettre en berne un certain nombre de lois et de réglementations de la vie publique au Cameroun. Et il faut, pour que le MRC continue d'exister, passer à du chantage politique, faire donc ce braquage politique-là. Donc, je voudrais simplement dire que, Monsieur Kounié, vous ne pouvez pas comparer le nombre de cas au Cameroun avec le nombre de cas dans d'autres pays en disant que pour justifier le fait que peut-être les mesures prises par le gouvernement sont soit insuffisantes ou alors inefficaces. Non. Je dois simplement dire que au vu de l'évolution du taux de malades guéris proportionnellement au nombre de cas dépistés, comme dans tous les pays, il y a des problèmes de dépistage aux États-Unis, il y a des problèmes de dépistage même en France, il y a des problèmes surtout de traitement. Dois-je rappeler ici que, tandis que le gouvernement français est encore en train de tergiverser jusqu'à aujourd'hui au sujet de la chloroquine, le Cameroun a très tôt adopté ce protocole-là qui a permis de guérir ce grand nombre de cas-là. Dès que vous êtes détecté, on vous met sous traitement, on donne un certain nombre de choses. Récemment encore, à l'hôpital régional de Boya, je crois, le médecin en chef là-bas était en train de rappeler le protocole pour le traitement des uns et des autres, des malades dans ce cas-là. Non, je dois dire que pendant que tout cela est en train de se passer, je vous rappelle que les médicaments des personnes vivant avec le VIH-Sida ne manquent pas, les médicaments des personnes qui ont la tuberculose ne manquent pas. Je voudrais vous dire que le Cameroun est un État sérieux qui fonctionne pleinement, dont le système sanitaire a encore des tares, connaît des tares, mais où des efforts sont faits au jour le jour. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont malades, qui sont traitées gratuitement dans beaucoup de nos hôpitaux, notamment pour la tuberculose, notamment pour le VIH-Sida, pour d'autres maladies, etc., etc. Donc, ce n'est pas un système parfait, nous ne sommes pas encore au ciel, mais ce n'est pas aussi le système diabolique qu'on voudrait nous présenter du côté du MRC. Je voudrais dire ce que M. Patrick Ouanguen qui appelle depuis l'Allemagne, il nous parle des arguments inattaquables. Quels arguments inattaquables? Le fait d'utiliser un argument aussi infantile que parler de 40 francs CFA parce que vous prenez 1 milliard pour diviser par 25 millions de personnes, c'est très puéril ça, M. Ouanguen. Ouais, vous pensez que
les 1 milliard et tout ce que... Vous voulez comparer un État à un gang de braqueurs? Vous voulez comparer, ne pouvez pas comparer un État. L'État peut même réquisitionner autant de moyens qu'il souhaite réquisitionner de la part des entreprises qui sont dans notre territoire. L'État peut tout faire. L'État peut se permettre cela, c'est dans son droit. Donc, pour vous dire que vous n'avez pas besoin de faire ce genre de comparaison. Et cette comparaison est d'autant plus puérile qu'en réalité, il ne s'agit pas de prendre 1 milliard et de diviser entre 25 millions de Camerounais, parce que nous ne retrouverons pas 25 millions de Camerounais malades, mais nous retrouverons un certain nombre de personnes malades. Peut-être que, savez-vous que jusqu'à présent, nous avons moins de 50 personnes, je crois, sous assistance respiratoire, et ce n'est même pas une assistance respiratoire très très grave, d'après les explications du ministre de la Justice, de la Santé, autant pour moi. Ce qui voudrait simplement dire que, en réalité, le Cameroun a pris ses mesures. On nous annonce près de 1750 lits avec 200 respirateurs. Et des respirateurs sont fabriqués aujourd'hui, que ce soit par Polytechnique, avec une assistance technique de la part de certains pays amis. On nous parle de plein d'écoles au Cameroun, l'IUT de Douala qui fabrique les gels hydroalcooliques, d'autres entrepreneurs privés qui ont pris sur eux de fabriquer des masques, de fabriquer des... Voilà ce qu'on peut appeler une initiative solidaire. La solidarité nationale s'est mise en place. Et ceux qui ont compris la République, monsieur Patrick Ouanguen, ils s'y sont mis. Ils n'ont pas essayé d'aller à l'aventure, de faire quelque chose de personnel pour se faire voir, ou alors pour en profiter, pour donner un nom, une étiquette, ou une étoffe, une crédibilité à son mouvement politique. Voilà ce qu'on appelle solidarité véritable. Et je voudrais rappeler aux uns et aux autres, j'ai entendu des félicitations de la part de certains auditeurs, mais nous ne sommes pas ici parce que nous voulons forcément être félicités en tant que jeunes, mais nous voulons faire comprendre à un certain nombre de personnes que même dans une république, en tant que Bantou, nous devons du respect à nos aînés. Et dans ce respect-là à ces aînés, je voudrais emprunter ici les paroles sages du sultan roi des Bamoun, qui ne le connaît pas pour sa moralité, pour sa probité morale dans notre pays. Il a dit: la jeunesse, nous savons, nous préparons le terrain pour vous. Et le président de la République l'avait dit au préalable. Il avait dit: les jeunes, préparez-vous à prendre le relais. Ce pays vous appartient. C'est vous qui êtes appelés à le diriger demain. Pourquoi je vais commettre un parricide parce que je veux prendre le pouvoir au Cameroun? Pourquoi je dois forcément tuer mon père, tuer ma mère parce que je veux prendre le pouvoir au Cameroun? Alors que j'ai tout le temps. J'ai ma jeunesse, j'ai mon intelligence, j'ai mon dynamisme et il me suffit d'attendre. Et c'est cette option qu'a pris un jeune comme Cabral Libi, un autre jeune comme Espoir Matomba. Ils sont là dans la patience et ils ont tout le temps d'apprendre auprès de ces aînés-là. Nous n'allons jamais éliminer nos vieux. Nous n'allons jamais éliminer nos pères parce que nous voulons prendre le pouvoir au Cameroun. Nous n'allons jamais causer l'insurrection ou alors encourager l'insurrection au Cameroun parce que nous voulons prendre le pouvoir au Cameroun. Nous n'allons jamais utiliser une situation de pandémie, de crise, de maladie, une situation de conflit, de guerre au Cameroun parce que nous voulons prendre le pouvoir. Nous avons tout le temps. Ce n'est pas que par le pouvoir politique qu'on peut contribuer au développement de son pays. On peut contribuer par son intelligence. Nous avons les Arthur Zan, nous avons plein de jeunes qui fabriquent des choses, qui essayent de mettre leur intelligence à contribution pour développer ce pays. Et nous sommes parmi ces jeunes-là qui avons des choses à apporter à ce pays au travers de notre intelligence, au travers de notre expertise. Et là où nous trouvons la possibilité d'être accompagnés par le gouvernement, nous prendrons. Là où nous ne trouvons pas la possibilité, nous irons chercher les moyens. Et je m'adresse à ces jeunes de la diaspora, tous ceux qui appellent pour se branler ici sur cette chaîne de télévision, excusez-moi du terme. Je voudrais vous dire que si vous avez quelque chose à contribuer, montrez-nous ce que vous avez apporté de la part de la diaspora pour venir contribuer dans ce pays. Montrez-nous ce que vous avez fait, comme les autres diasporas le font dans d'autres pays, avant de prétendre pouvoir donner des leçons de morale à la jeunesse camerounaise ici sur place. Je voudrais dire ceci. Il est totalement insensé pour quelqu'un de venir brandir le fait qu'en une semaine, ils ont pu cotiser 500 000 euros, alors qu'ils ne sont pas du tout un modèle. Dites-moi, il y a un monsieur qui réclame être le père fondateur de la brigade anti-Sardinat, qui vivra en Belgique quelque part, je ne veux pas citer son nom ici. Il a fait une sortie tonitruante, et c'est à cause de cette sortie même que des lettres d'explication sont sorties du MRC, s'adressant même au ministre de l'administration territoriale. Il a réclamé plusieurs types de fonds qui avaient été faits, et de quêtes qui avaient été faites au nom de M. Kamto en Europe. Il a réclamé les explications. Vous voulez parler de bilan des œuvres de 1994 ou des opérations 1994 ou de 2018 ou de 2000 combien, je ne sais combien, monsieur Kounié. Ces jeunes de la brigade anti-Sardinat en Europe qui aujourd'hui, que ce soit au UK, pour la base UK, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, qui revendiquent des explications, que vous leur donniez, fassiez le bilan de votre gestion. Dites-moi un peu.
après la présidentielle, votre parti a-t-il pu faire un bilan de l'usage des fonds de campagne qui ont été alloués aussi bien par le gouvernement que tout ce que vous avez cotisé à travers le monde? Avez-vous pu présenter un bilan aux Camerounais pour montrer un exemple que vous êtes sérieux, vous êtes plus sérieux que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Vous ne l'avez pas fait. Mais vous venez ici brandir ou bien prétendre donner des leçons de morale aux uns et aux autres. Je voudrais vous rappeler, vous savez ce qui s'est passé au port autonome de Douala avec M. Penda Ekoka comme consultant pour l'octroi de la gestion du terminal à conteneurs du port dans les années 2000. Vous savez ce que M. Penda Ekoka a fait en tant que consultant? Vous savez comment, à cause de lui, le port autonome de Douala s'est retrouvé à prendre un contrat qui ne lui était pas profitable. Voilà quelqu'un qui a été conseiller du président de l'État pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et parce que la situation ne l'arrange plus pour ses propres intérêts aujourd'hui, il se met dans l'opposition et vous prétendez pouvoir donner des leçons aux Camerounais alors que vous n'êtes pas indemne de tout reproche. Je ne reviendrai pas sur ce que M. Mandingue a rappelé tantôt au sujet de M. Kamto qui s'est octroyé lui-même un marché. En tant que ministre, il s'est octroyé un marché. Le même monsieur qui jurait fidélité et qui a tout dit au sujet de la Cour constitutionnelle et a demandé aux opposants de se taire et de ne plus contester les décisions de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il est celui-là qui se met en première ligne pour contester les décisions de la Cour constitutionnelle. J'ai entendu des gens qui me parlent du roi du droit, qui est seul Camerounais à pouvoir ou seul Africain à pouvoir siéger dans les instances internationales. Avec le soutien de quel État? Savez-vous que pour nommer un certain, ou alors pour qu'on nomme un certain nombre de cadres au cadre de l'administration internationale, il faut que votre pays vous soutienne. Et nous avons les révélations que si M. Kamto est arrivé là où il est arrivé, c'est grâce au président Paul Biya. Donc arrêtez de nous enfumer. La fumisterie politique, c'est fini. Le brigandage politique, c'est fini. Le braquage politique n'aura pas lieu au Cameroun. Pas dans ce pays-ci. Je voudrais chuter en disant ceci. Pour l'un de vos téléspectateurs qui a dit que vous allez continuer vos opérations de quête d'argent et que ce gouvernement va tomber. Je répète bien, on peut réécouter la bande de cette émission. Je crois que Afrique Média fait des enregistrements de cette émission. L'un des appelants qui soutenait M. Kounié, qui soutenait le MRC Basse, et il parle du peuple camerounais, je voudrais dire que c'est une imposture. Parce que regrouper, moi qui vous parle ici, je suis de Bomonoba Diédou, dans l'arrondissement de Dibombari. Je peux vous dire que mon père a fait 21 enfants avec 5 femmes. Et je peux vous dire que rien que dans ma famille, je peux présenter 1000 personnes qui me soutiennent. Si je lance une quête aujourd'hui, je peux avoir 1000 personnes pour donner de l'argent pour moi. Je ne vais pas dire que ces 1000 personnes représentent le peuple camerounais. C'est les membres de ma famille. Le fait que vous ayez une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes qui prennent de l'argent de je ne sais où en Europe et qui cotisent et que ça donne même 1 milliard d'euros ne signifie pas que vous devez faire et parler de ça au nom du peuple camerounais. Ce n'est pas le peuple camerounais. Le peuple camerounais, c'est le peuple qui a élu Paul Biya à 71%. Le peuple camerounais, c'est le peuple qui est sur place ici au Cameroun et qui accompagne le président de la République et le gouvernement dans son action de développement et d'émergence à l'horizon 2035. Le peuple camerounais, c'est celui qui, assis ici, face à cette pandémie, est en train de faire front avec ceux qui gèrent les opérateurs économiques, avec les gouvernants, avec le peuple, les bayamselam, tout ça, c'est ça qu'on appelle le peuple camerounais. Le peuple camerounais, ce n'est pas ce que vous faites, vous appelez peuple dans vos petites têtes, parce que vous avez des ambitions d'arriver un jour au pouvoir. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais non sans citer et dire que la France aujourd'hui qui est sur la paille, se propose de donner 1,2 milliard d'euros à l'Afrique pour l'aider dans le combat contre le Covid. Alors que la France a de la peine à protéger le personnel soignant, à acheter des gants, des masques à son personnel soignant. Mais aujourd'hui, ils veulent offrir 1,2 milliard. Cela ne voudrait pas dire, ce n'est pas parce que le MRC cotise 500 000 euros ou 1 million d'euros que ça signifie que le MRC est celui qui est en train de venir faire du bien au Cameroun ou au Cameroun. Cela ne signifie en aucun cas cela. Merci. Dans une communication publiée sur Facebook le samedi 11 avril 2020, l'homme politique Célestin Bedzigui affirme que Maurice Kamto fait de la lutte contre le Covid-19 son nouveau fonds de commerce politique. Mais le plan diabolique qui se cache derrière la collecte de fonds initiée par Maurice Kamto est désormais connu par tous les Camerounais. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.